Merci. Donc, épuration extra-rénale, quand débuter, quand arrêter? J'ai un certain nombre de conflits d'intérêts, mais qui, je pense, sont pas de nature à interférer avec le message sur la dialyse. Donc, en guise d'introduction, l'insuffisance rénale aiguë en réanimation, c'est fréquent, 57% des patients. Voilà, 14% d'entre eux vont bénéficier d'une épuration extra-rénale. Et alors, l'épuration extra-rénale en réanimation, c'est une affaire souvent d'école. Voilà, il y a eu de nombreux débats. Pour ne citer que, c'est la dose de dialyse. Il y avait ceux qui pensaient qu'il fallait faire beaucoup en termes de dose, ceux qui étaient plus modérés. Les gens finissent par se mettre d'accord avec des doses de 25 à 30 ml/kH. En fait, c'est largement suffisant pour les patients. Il y a eu le continu versus l'intermittent. Tant que les deux techniques sont bien faites, on va dire que la différence que l'une apporte par rapport à l'autre reste modérée. Et puis citrate versus héparine, le citrate gagne parce qu'on fait durer plus longtemps les membranes, mais globalement, en termes d'efficacité, elles sont similaires. Et il se trouve que quand initier l'épuration extra-rénale, ça fait partie aussi de ces débats. Il y a des gens qui sont pro-early, j'ai envie de faire tôt, parce que je pense qu'il ne faut pas laisser les déchets tourner trop longtemps. Il y a ceux qui disent qu'il faut faire tard, parce qu'on va exposer à plusieurs complications. Parce qu'en fait, c'est bien ça le débat. L'épuration extra-rénale, c'est extrêmement performant pour corriger un pH, corriger la kaliémie, et puis même, on va dire, corriger la volémie si on en a besoin. Quand un patient est anurique, ça devient le seul moyen d'obtenir une balance hydrosodée négative, et c'est très efficace pour ça. Et c'est à mettre en balance avec ce qu'on doit mettre en place, la mise en place d'un cathéter, le risque d'hypotension au branchement de la machine et puis dans le fonctionnement de la machine. Et puis on interfère avec la nutrition, on interfère avec les médicaments. Il y a des choses qu'on ne comprend pas tout à fait et qu'on produit quand on utilise l'épuration extra-rénale. Donc c'est une balance bénéfice-risque. Et ça revient à dire, quand on démarre une épuration extra-rénale, on prend le risque d'exposer le patient aux complications potentielles, alors qu'il pourrait peut-être récupérer tout seul, sans épuration extra-rénale. Et si on attend trop longtemps et qu'il a besoin de toute façon d'être dialysé à la fin, pourquoi a-t-on attendu si longtemps? Donc le débat se situe ici. Je ne vais pas discuter toutes les indications de l'épuration extra-rénale, puisqu'il y en a quand même certaines qui sont admises, c'est les indications urgentes. Voilà, l'hyperkaliémie, quand elle a les signes électriques, ça ne fait pas débat. Après, un seuil absolu, 6,5 mmol par litre, peut-être qu'on va se dépêcher un petit peu plus chez un patient qui a une rhabdomyolyse et qui est anurique et qui monte sa kaliémie, parce qu'il n'y aura pas d'autre moyen d'évacuer le potassium que de faire une épuration extra-rénale. Et chez un patient qui a une insuffisance rénale pré-rénale qui peut répondre à de la réhydratation, on peut peut-être essayer de temporiser un petit peu. En ce qui concerne l'acidose, c'est pareil, on cite le pH à 7,15. Il est certain que si on a une acidocétose diabétique avec une insuffisance rénale pré-rénale, on sait que tout ça peut régresser assez vite. On ne va pas pour autant le brancher en épuration extra-rénale, mais quand la cause est totalement différente sur un choc septique, c'est proposé comme indication d'urgence. L'OAP de surcharge également, et puis bien sûr, les intoxications par substances dialysables. Il n'y a pas d'autre moyen, notamment quand on a des intoxications type lithium par exemple. Alors, dans la littérature, les gens aiment beaucoup utiliser les mots précoce, tardif, et il y a même plus tardif, le more delayed. C'est important d'avoir une idée de ce que ça signifie, mais ce n'est pas un critère absolu. Globalement, les gens ils se fient à la classification KDIGO, que vous connaissez tous, KDIGO 1, 2 ou 3, et globalement, vers le stade KDIGO 2, qui correspond à un doublement de la créatinine par rapport à la créatinine de base, vous avez donc une insuffisance rénale aiguë KDIGO 2, ou lorsque vous avez une oligurie à moins de 0,5 ml/kH pendant 12 heures. Et puis vous avez le stade KDIGO 3, vous avez 3 fois la créatinine de base, avec des critères d'oligurie qui sont plus sévères. Globalement, dialyser quelqu'un à KDIGO 2, c'est considéré par tout le monde comme étant précoce. Dialyser KDIGO 3, c'est limite précoce. Et puis quand on attend un peu de temps après le KDIGO 3, c'est-à-dire l'apparition d'une urgence ou d'un niveau d'urée un peu plus élevé, c'est là qu'on parle de tardif ou encore de plus tardif si on attend plus longtemps. Est-ce que ça a une importance? Pas vraiment en fait, parce qu'un patient, c'est pas faut faire pour tout le monde précoce ou faut faire pour tout le monde tardif. Donc les questions auxquelles on cherche à répondre, c'est plutôt est-ce qu'il existe des critères objectifs pour déterminer le bon moment pour le faire, ou au moins éviter les mauvais moments. Alors il y a plusieurs études, il y en a 5 en fait qui sont importantes à commenter quand on veut répondre à cette question. La première, elle a été réalisée par des collègues allemands qui ont inclus des patients en majorité chirurgicaux, 50% de chirurgie cardiaque, 30% de chirurgie abdominale, c'est monocentrique, pour brancher une épuration extra-rénale dès le stade KDIGO 2, 2 fois la créate de base. Quand vous avez 85 de base, on vous branche à 170, donc c'est assez précoce. Des patients qui avaient par ailleurs soit un sepsis, au moins des vasopresseurs, ou une surcharge pulmonaire ou un P sur F inférieur à 300. Donc il y avait quand même une maladie d'organes à côté, plus une insuffisance rénale aiguë KDIGO 2. Et ils dialysaient soit à ce stade KDIGO 2, soit ils attendaient la survenue du KDIGO 3, ils avaient le droit de dialyser dans les 12 heures qui suivaient le KDIGO 3. Comme vous pouvez le voir ici, 231 patients ont été inclus, et dans la stratégie
dite précoce, c'est-à-dire dialysée au stade Cadigo 2, la survie était meilleure que dans la stratégie tardive. Ce qui est intéressant de voir, c'est que dans cette randomisation, bien sûr, dès qu'il y avait un stade Cadigo 2 précoce et qu'on était dans le bras précoce, ils étaient dialysés tout de suite, donc il y a 100% d'épuration extra-rénale. Mais dans le bras tardif qui correspondait au Cadigo 3, comme quasiment tous les patients Cadigo 2 sont devenus Cadigo 3, ils ont branché l'épuration extra-rénale. Ça ne voulait pas dire qu'ils avaient des critères d'urgence, c'était je branche systématiquement à Cadigo 2 ou j'attends Cadigo 3 et je branche systématiquement. Ça aura son importance pour le comparer aux autres études. Parce que si on regarde bien en fait entre les deux groupes, que ce soit précoce ou tardif, Cadigo 2 ou Cadigo 3, il n'y a pas vraiment d'urgence en termes d'hyperkaliémie, il n'y a pas d'urgence en termes d'acidose. Le P sur F inférieur à 300 faisait partie des critères d'inclusion, donc était présent dès le début. Et donc, il n'y a pas eu, on va dire, d'attente de survenue d'un critère d'urgence. Dans cette deuxième étude, qui a proposé une stratégie plus attentiste, l'inclusion se faisait lorsque les patients étaient Cadigo 3 et lorsqu'ils étaient soit ventilés mécaniquement, soit avec des vasopresseurs, donc avec une maladie qui les menait en réanimation, une maladie aiguë. Ils étaient randomisés pour une dialyse immédiate au stade Cadigo 2, donc leur précoce à eux, c'était le tardif des autres, c'est pour ça qu'il vaut mieux se dire, ils dialysaient dès le stade Cadigo 3 dans le bras immédiat, ou alors ils attendaient qu'une hypercalémie, une acidose ou un OAP surviennent, et ou que l'urée monte au-delà de 40 mmol par litre, ou que l'oligurie persiste pendant 72 heures. L'oligurie, c'était 0,3 ml/kH, ça fait environ 500 cc par jour. Si vous regardez les résultats de l'étude, il n'y a pas de différence ici à gauche en termes de mortalité, et surtout le résultat important, c'est que dans le bras où on attendait une indication d'urgence ou la survenue d'une urée à 40 mmol par litre, eh bien, il y a la moitié des patients qui n'ont pas eu besoin d'épuration extra-rénale. Voilà. En attendant, ils ont pu récupérer et on ne les a pas exposés au risque de l'épuration extra-rénale. Ça se traduisait d'ailleurs par moins de complications liées à la mise en place de l'épuration extra-rénale, notamment moins d'infections de cathéter. Donc une stratégie attentiste qui évite de brancher 50% des patients. Ce résultat a été confirmé par une étude qui a été réalisée chez des patients en choc septique uniquement, environ 500 patients. Le Rifle F, ça correspond au Cadigo 3, on peut le simplifier de cette façon-là. Et le design était un tout petit peu différent. C'était soit on les dialysait dès le constat d'une insuffisance rénale aiguë Cadigo 3, ou alors on attendait 48 heures. Voilà, il n'y avait pas de seuil duré, c'est on branchait la dialyse au bout de 48 heures si le patient n'avait pas récupéré. Et ils obtiennent le même résultat, c'est-à-dire qu'en termes de survie, c'est similaire, il n'y a pas d'effet délétère à attendre au moins 48 heures pour donner une chance au patient de récupérer. Et c'est bien ça qui se passe, puisque 38% des patients ne reçoivent pas d'épuration extra-rénale dans ceux pour lesquels on attend 48 heures après Cadigo 3, et eux, ils avaient un critère précis, c'est-à-dire que pour ne pas brancher un patient, il fallait soit que la créate, que la créate baisse, et que la diurèse soit supérieure à 1 litre par jour. Donc c'est un vrai critère objectif, c'est que le patient baissait spontanément sa créate. Ce qui veut dire que là, il y a vraiment 40% des patients qui récupèrent en 48 heures. Donc ce coût d'attente, il a été bénéfique et sans effet secondaire. Alors ces résultats ont été confirmés par une étude de plus grande ampleur, une étude qui a été faite multicentrique sur 3000 patients, qui pouvaient être inclus soit au stade Cadigo 2 ou Cadigo 3 pour une dialyse immédiate, ou alors l'attente de survenue de critères d'urgence chez les patients. Les critères d'urgence étaient ceux habituels, hypercalémie, acidose et OAP. Et comme vous pouvez le voir ici, on distingue difficilement les deux couleurs, preuve que les courbes sont superposées, qu'il n'y a absolument aucune différence en termes de mortalité dans le bras où on attend un peu. Et encore une fois, on retrouve environ 40% des patients qui n'ont pas eu besoin d'épuration extra-rénale, chez ceux chez qui on attendait, à partir du moment où on constatait une insuffisance rénale soit Cadigo 2, soit Cadigo 3. Alors ce qui est important de voir, c'est qu'il y avait plus d'effets secondaires dans la stratégie dite accélérée, c'est-à-dire quand on les dialysait dès les constatations du Cadigo 2 ou du Cadigo 3, et notamment plus d'hypotension. Il y avait également plus de dépendance à la puration extra-rénale pour ceux qui étaient branchés précocement, c'est-à-dire précocement dès le constat du Cadigo 2, Cadigo 3, avec 10% de dépendance à la dialyse à 90 jours, ça fait 3 mois, versus 4% dans le bras où on se laissait la possibilité d'attendre. Il n'y avait aucune différence en fait quand on regardait les sous-groupes. C'est une étude d'une certaine ampleur, donc ça permet de se faire une idée au moins sur les sous-groupes, sur la gravité à l'arrivée en réanimation, sur le fait qu'on soit en choc septique ou non, ou patient chirurgical ou médical. Il n'y avait pas de différence de ce niveau-là.
Et si on regarde et qu'on poule tous les résultats dont je viens de vous parler dans ces études, dans ce qui a été fait par le biais de méta-analyse, en fait, une stratégie où on dialyse immédiatement, et en moyenne, dès la constatation d'un stade Cadigo 3, versus attendre et voir si des critères d'urgence apparaissent, eh bien faire plus précocement, ça expose de façon significative à un risque d'hypotension accru, à un risque d'infection accru, et donc expose à tout ce que la dialyse peut apporter comme complication lorsqu'elle est branchée trop tôt, sans bénéfice, puisqu'une grande partie de ces patients auraient pu récupérer. Alors, est-ce qu'il y a des limites qu'il ne faut pas dépasser pour autant? C'est ce qu'on peut attendre indéfiniment, puisque certains patients, en fait, vont monter que extrêmement tardivement leur potassium, ou vont avoir une surcharge clinique qui, on va dire, qui est délétère sur le plan des rapports P sur F que très tardivement. Donc, de combien de temps peut-on attendre? Est-ce qu'on peut monter au-dessus de 40 mmol par litre d'urée? Donc, ça a été essayé dans cette étude qui a randomisé à nouveau des patients qui sont Cadigo 3 en réanimation et pour qui ils ont attendu qu'ils montent leur urée jusqu'à 40 mmol ou au moins 3 jours d'oligurie. Ce sont des critères qui sont assez stricts, comme vous pouvez le voir, parce qu'ils ont observé 5300 patients et ils n'ont pu en inclure qu'environ 270, c'est-à-dire 5% des patients screenés. Donc on est vraiment au bout d'une insuffisance rénale qui peut monter potentiellement à plus de 40 mmol d'urée sans complications urgentes. Là, comme vous pouvez le voir ici, chez ceux chez qui on a dialysé immédiatement après le constat de 40 mmol d'urée, bien sûr 100% étaient dialysés puisque ça faisait partie du protocole, et chez ceux chez qui on a attendu jusqu'à potentiellement 50 mmol, il y en a quand même 80% d'entre eux qui ont besoin d'épuration extra-rénale. Ce n'est pas la même économie que la première étude qui montrait qu'on n'allait pas épurer 50% des patients. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire que quand on arrive à 40 d'urée, la plupart des patients, finalement, vont avoir besoin d'épuration extra-rénale quand même dans le futur. Voilà, c'est ça que ça veut dire. La deuxième chose, c'est que si on fait une analyse multivariée, et c'est ce qu'ils ont fait dans l'article sur leurs résultats, le fait d'attendre, et d'attendre ce 50 mmol d'urée, c'est associé à un surcroît de mortalité. Donc, non seulement on fait moins d'économies, on va dire, de patients qu'on ne dialyserait pas, parce que quand on arrive à 40, on arrive souvent à 50 d'urée, et on aura l'indication. Mais en plus, il y a peut-être quelque chose avec le niveau de toxicité, en fait, des déchets circulants, qui ne sont pas épurés, puisque entre 40 et 50 d'urée, on est quand même à des niveaux très élevés. Donc le plafond, c'est plutôt 40, 45, c'est à ce moment-là qu'il faut se poser la question quand le patient ne montre pas de signe de récupération. Donc initier la dialyse, l'épuration extra-rénale, commencer dès le stade Cadigo 3 sans indication urgente, ça amène à surdialyser, c'est une évidence. Attendre une augmentation de l'urée supérieure à 50 mmol par litre, donc ça expose à un risque de surmortalité, donc on va dire plutôt 40-45. Est-ce qu'on peut essayer de faire mieux? Il y a quand même deux signaux qu'on voit dans deux études. La toute première étude, où 100% des patients sont dialysés dans chaque groupe, quand on fait plus tôt, on a l'impression qu'on fait mieux. La dernière étude qu'on a montrée, où quand on attend 50 de durée, de toute façon 80% d'entre eux auront besoin de dialyse quand même, on a l'impression que chez les patients qui seront de toute façon dialysés, si on fait plus tôt, on fait mieux que plus tard. Contrairement à la stratégie attentiste, quand on est au niveau Cadigo 3, où lorsqu'on attend, on va faire 50% d'économie de dialyse, et donc là, on est gagnant. Donc on peut imaginer que si on arrivait à prédire ceux qui ont besoin d'épuration extra-rénale de toute façon, peut-être c'est pour eux qu'il faudrait proposer une stratégie un petit peu plus précoce. Alors c'est ce qui a été proposé par Stéphane Gaudry. En fait, il a agrégé les résultats de sa première étude à Kiki et puis de Ideal ICU. Ça fait 1000 patients qui ont été randomisés pour dialyse au stade Cadigo 3 versus j'attends 72 heures ou un critère d'urgence. Et si vous regardez ici en abscisse, ils ont bâti un modèle sur des données pré-épuration extra-rénale du risque d'être dialysé. Et si vous voyez ici, chez les patients qui sont à faible risque d'épuration extra-rénale, leur faire une épuration extra-rénale dès ce stade-là, ça expose à des complications et à un risque de surmortalité. Et quand vous êtes à risque intermédiaire, voire élevé d'épuration extra-rénale, ici, au contraire, commencer plus tôt serait bénéfique.
Alors on pourrait essayer de titrer pour chaque patient. Antoine en a parlé tout à l'heure, il y a le furosémide stress test, donc le test au furosémide. Je vais sauter cette diapo parce qu'il a déjà expliqué en quoi ça consistait, mais ça a été essayé chez les patients. Pourquoi pas? On teste la fonction tubulaire, on fait un bolus de furosémide. S'il y a une bonne réponse, c'est que la fonction tubulaire fonctionne, on va se dire qu'il est dans une case où il a des chances de récupérer. Si ça ne fonctionne pas du tout, il est dans une case où il a fort risque d'être dialysé. Et ils ont fait 162 patients qu'ils ont screenés, ils ont eu 118 non-répondeurs. Ils ont vraiment pris les non-répondeurs, ceux dont on pense que la fonction tubulaire est altérée. Et ils les ont randomisés pour faire soit une dialyse tardive, soit une épuration extra-rénale précoce. Alors je vous l'accorde, c'est 57 patients d'un côté et 45 de l'autre, c'est pas un très grand nombre de patients, mais ils sont très sélectionnés. Si vous regardez ici la courbe de survie, il n'y a absolument aucune différence entre les groupes. Alors l'effectif est faible, et en termes de complications, il n'y a absolument aucune différence. Ça montre que c'est faisable, mais c'est difficile de tirer des conclusions ou de dire qu'on va faire mieux quand on a une centaine de patients. Par contre, je pense qu'ils peuvent faire mieux sur leurs tests. Regardez, ils les ont testés dès l'arrivée en réanimation. C'est-à-dire qu'ils ont testé des patients Cadigo 1 et ils les ont randomisés pour avoir une épuration extra-rénale, soit précoce, soit tardive. Donc il y a quand même une partie des patients, 20%, qui ont eu une épuration extra-rénale des 110 de créate. Voilà, sans autres critères d'urgence. Donc on peut peut-être s'accorder à dire qu'au moins on pourrait améliorer le test si on le faisait qu'au stade Cadigo 3, affiné, pour proposer un protocole avec une dialyse dès ce stade-là à ceux qui ne répondent pas au furosémide stress test. Alors est-ce qu'on peut essayer de prédire un petit peu mieux le risque d'épuration extra-rénale chez les patients? J'ai présenté le furosémide stress test parce qu'au moins il est dynamique, il est individuel, et donc je pense qu'il est très adapté. Essayer de bâtir des modèles qui permettent de prédire le risque d'épuration extra-rénale, c'est très compliqué. Ici, c'est une équipe qui a essayé de le prédire chez les patients traumatisés sévères. Ils ont utilisé des critères qui sont relativement simples, l'âge, le score de Charlson et puis la première créatinine. Ils ont de très belles courbes ROC pour prédire l'épuration extra-rénale, mais si vous regardez le détail, et c'est là que le détail tue un petit peu, la valeur prédictive positive, c'est 23%. Donc réussir à prédire que quelqu'un va être épuré juste sur des données cliniques, ça marche jamais. Vous pouvez le faire en chirurgie cardiaque, vous pouvez le faire en réanimation tout venant. Les AUC de la courbe ROC sont encore plus mauvaises, et si on regarde la valeur prédictive positive, ça ne marche pas du tout en fait. C'est pour ça que ce test au furosémide est peut-être intéressant. Alors, quand est-ce qu'on doit pour autant arrêter l'épuration extra-rénale? En fait, c'est pas si bien démontré que ça. Si vous regardez toutes les grandes études qu'on vient de citer, en fait, le premier à proposer ce critère-là, et puis tous les autres ont suivi en se disant que c'était la référence, c'est globalement avoir une durée spontanée plus d'1 litre par 24 heures, et ou une durée sous-diurétique de 2 litres par 24 heures. Voilà, il n'y a même pas de critère de créate ou quoi que ce soit, et c'est là qu'ils proposaient d'arrêter l'épuration extra-rénale dans les 2 bras. Si on regarde une analyse qui a essayé de comparer un petit peu tous les critères qui avaient pu, proposés par les différentes études, vous voyez quand même qu'il y a une grande variabilité. Ça va de 190 ml par 24 heures, faire plus que ça, c'est associé avec une récupération et l'arrêt de l'épuration extra-rénale, jusqu'à 1720 ml par 24 heures. C'est quand même difficile de faire le tri sur juste une quantité de diurèse seule. Et dans cette étude qui a comparé 50 patients chez qui ils ont arrêté l'épuration extra-rénale, il y a eu moitié d'échecs et moitié de réussite. Finalement, la diurèse avait une très mauvaise valeur prédictive d'absence de reprise de l'épuration extra-rénale, et c'était plutôt la capacité de concentrer la créatinine dans les urines qui était associée avec l'absence de reprise. Voilà, une créatinine urinaire qui globalement est supérieure à 5 millimoles sur 24 heures. Donc en conclusion, débuter l'épuration extra-rénale, voilà, commencer dès le stade Cadigo 3 systématiquement, ça ne fait plus sens. On expose clairement les patients aux risques associés à la mise en place de ce type de technique. Et attendre une augmentation de l'urée jusqu'à 50 millimoles, c'est beaucoup trop, ça expose au risque d'être exposé aux déchets qui ne sont pas épurés par la machine. Et donc on peut recommander, hors critères d'urgence qu'on a cités plusieurs fois, d'attendre jusqu'à 40-45 millimoles par litre, et si on ne voit pas de signe de récupération, reprise de diurèse, concentration dans les urines, proposer la mise en place de l'épuration extra-rénale. On pourra peut-être ajuster ça à un moment donné, soit avec le test de stress au furosémide, soit avec de meilleurs algorithmes qui permettent de prédire l'épuration extra-rénale, puisqu'il reste cette question à résoudre. Si on a la certitude qu'un patient est dialysé, on a quand même un petit signal pour se dire que chez ceux-là, peut-être faire tôt, c'est mieux. Mais avoir la certitude, pour l'épuration extra-rénale, ça ne marche pas. Et puis quand arrêter,
une reprise de diurèse supérieure à 1,5 litre par jour et indicatif d'une reprise d'autonomie rénale, et puis un seuil de concentration à 5,6 mmol par litre de créatinine urinaire. Je vous remercie de votre attention.